Tout ce qui a fait que le FCC cache, se sépare et soit dissoute, cette coalition, c'est justement le verbiage, le langage nauséabond de l'UDPS. Quand on a seulement commencé à dire que le FCC bloque, mais il faille prouver qu'est-ce que le FCC avait bloqué. Monsieur le journaliste, je suis attristé. Je le rappelais ici, que le président de la République élu prend pour la première ordonnance, il nomme les membres composant son cabinet. La deuxième ordonnance, le président de la République va nommer l'informateur qui va découvrir la majorité et faire le rapport au président de la République. Ainsi, le président va nommer le Premier ministre. Là, le Premier ministre ne contresigne pas. La troisième ordonnance, je suis dans la logique, le président de la République va nommer les membres composant le gouvernement sur proposition du Premier ministre. Là, et le Premier ministre contresigne. La troisième ordonnance, le président de la République va prendre l'ordonnance portant fonctionnement et modalités pratiques de collaboration entre le gouvernement et le président de la République. Cette ordonnance vient alors, cette fois-là, le Premier ministre va encore contresigner. Il faille que le président de la République passe par des actes, que les actes parlent en lieu et place de beaucoup dire. Aujourd'hui, c'est même dans la bouche de tous les petits Congolais, tous les enfants qui vont à l'école, que sais-je encore, qui disent que le président ne fait que promettre. Moi, ce que je crains, ce que je suis, dois-je le rappeler ici, que je suis du Kasaï, je suis de même territoire avec le président de la République, ce que je crains est qu'après son mandat, parce qu'il ne fera qu'un seul mandat, après son mandat d'ici 2023, que les gens y mettent dans leur tête, dans leur pensée que lorsque un Moulouba, un Kassaïen promet, ça ne se réalisera pas. Bonsoir, bienvenue, bonjour, chers internautes, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde et à vos heures aussi respectives, parce que maintenant là, nous sommes à Kinshasa, nous tournons cette émission vers la tombée de la soirée, comme on le dit. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur l'actualité. Nous allons analyser l'actualité. Il y a des sujets qui ont des questions qui ont vraiment qui ont fait tourner la vie politique, la vie publique en République démocratique du Congo, à Kinshasa particulièrement. Et nous allons échanger aujourd'hui avec un cadre qui a une structure, un cadre politique, qui a aussi une structure politique qui se nomme CONAM. Il va développer d'abord cette structure, c'est-à-dire cette siglaison où il s'appelle Hassan Mbouyamba Kalonji. J'ai dit bonsoir, assalamu alaikum. Bonsoir, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher monsieur Moussa. Merci beaucoup d'investigation. Bienvenue dans notre émission Info Plus. Vous êtes en direct de l'Info Plus. Nous allons décortiquer l'actualité ou les questions qui ont brillé ces derniers temps dans notre pays. Premièrement, nous allons parler du CONAM, parce que vous êtes responsable, je rappelle que vous êtes responsable du CONAM, qui est une branche du PPRD, une branche, comme on dit, une branche de la jeunesse du PPRD ou une branche politique aussi du PPRD. Vous allez les développer un tout petit peu et nous allons comprendre qu'est-ce qu'est le CONAM. Voilà. Merci d'entrée de jeu, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Je salue tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, sur Internet. Eh bien, CONAM, c'est un sigle, comme vient le dire monsieur le journaliste Moussa. CONAM, c'est Congrès des nationalistes musulmans. C'est que ça veut dire congrès, littéralement donc, Congrès des nationalistes musulmans. Eh bien, pourquoi Congrès des nationalistes musulmans? Parce que, en fait, nous avons une certaine éthique, nous, réputés comme ça, musulmans, mais dans la politique, nous sommes un peu rares. Pourtant, nous avons une touche particulière, raison pour laquelle nous avons dénommé cette structure qui n'a pas que de musulmans en son sein. Il y a aussi des chrétiens, des non-chrétiens, il y a tout le monde, mais nous voulons en fait que ça soit notre marque déposée. Congrès des nationalistes musulmans. Nationalistes parce que nous sommes nationalistes. Nous poursuivons ces combats nobles de nos pères de l'indépendance. Je cite Patrice Emery Lumumba, Mzee Laurent Désiré Kabila, et nous sommes avec Joseph Kabila qui incarne et qui a mis en route, qui a mis en pratique cette logique des nationalistes. Alors, le Congrès des nationalistes musulmans a vu le jour un certain 20 septembre 2020. Vous allez dire que ça ne date que d'une année. Oui, mais déjà en une année, nous avons fait beaucoup. Pourquoi? Parce que nous sommes motivés, nous sommes décidés
Nous sommes déterminés. Alors, Congrès des nationalistes et musulmans, c'est une structure politique au sein du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le PPRD que gère le docteur professeur Ramazani Chadari Emmanuel. Secrétaire permanent du PPRD. Secrétaire permanent. Ok, merci beaucoup. Je voudrais aussi rappeler, soit juste un élément, est-ce qu'on ne peut pas aussi parler de l'islamisme? Parce qu'on dit que non, si vous avez une touche particulière, vous avez signifié. Ça n'envisage pas l'islamisme, c'est-à-dire que vous voulez que les idées de l'islam puissent prospérer. Voilà, je suis d'accord avec vous dans ce sens-là, que les idées de l'islam, les valeurs qu'incarne l'islam, les valeurs qu'enseigne l'islam, soient aussi connues de tous, surtout dans les milieux politiques. Je suis très d'accord, c'est d'ailleurs le but poursuivi. Pourquoi? Parce qu'on a été très absent, et je me répète, on a été très absent sur la scène politique. Pourtant, nous faisons la politique avec abnégation. Parce que la politique elle-même, elle est une branche de l'islam. Notre saint prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dois-je rappeler qu'il a été gouverneur. Donc, gouverner, c'est prévoir, prévoir, c'est anticiper. Donc, c'est déjà en train de pratiquer la politique qui aujourd'hui est enseignée dans les universités. Dois-je rappeler que c'est lui qui a, en fait, c'est lui qui est le père du droit moderne, du droit, et donc le droit tire son origine de son code, le code qui est la charia qui a donné le code de Napoléon, etc. Donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'un musulman ne peut pas faire la politique. Pourtant, un musulman qui fait la politique, il va la faire avec passion, abnégation. Pourquoi? Parce qu'il est inscrit dans le Saint-Coran qu'il nous sera demandé de compte pour les charges que nous aurons à assumer. Donc si je suis aujourd'hui ministre, je ne le suis pas pour la population seulement, mais aussi j'ai des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de faire la politique avec cette touche particulière pour servir le peuple congolais qui a tant souffert et qui veut juste voir des bonnes personnes qui puissent manager et pour que le Congo prenne son envol. Oui, merci beaucoup. Nous allons revenir là-dessus un peu plus dans la profondeur par rapport à cette pensée du CONAM, que véhicule le CONAM. Mais aujourd'hui, nous allons analyser quelques sujets du jour. Par exemple, les 3 années déjà au pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi. Quelle est votre observation? On n'est pas dans le bilan. Votre observation par rapport à ce qui a été promis et ce qui est fait. Mon observation, je suis sidéré et consterné, surtout par des discours populistes qu'a tenu le président de la République, le chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, hein, mon mentor, le président Joseph Kabila Kabange, a dit une fois dans son discours, c'est un penseur, hein, moi je le prends pour un penseur, et il a dit, c'était à Lubumbashi, plus souvent il faut parler quand vous sentez que vous avez les mots qui sont plus forts que les silences. Alors le président Tshisekedi aurait adopté une attitude professionnelle, une attitude responsable, c'est-à-dire il faille que le président de la République passe par des actes, que les actes parlent en lieu et place de beaucoup dire. Aujourd'hui, c'est même dans la bouche de tous les petits Congolais, tous les enfants qui vont à l'école, que sais-je encore, qui disent que le président ne fait que promettre. Moi, ce que je crains, parce que dois-je le rappeler ici, que je suis du Kasaï, je suis de même territoire avec le président de la République, ce que je crains est qu'après son mandat, parce qu'il ne fera qu'un seul mandat, après son mandat d'ici 2023, que les gens y mettent dans leur tête, dans leur pensée que lorsque un Moulouba, un Kassaïen promet, ça ne se réalisera pas. Moi, je conseille plutôt au président de la République de beaucoup travailler et de parler peu. Voilà ce que j'ai fait comme lecture. Et c'est juste qu'il y a un grand recul sur le plan démocratique, sur le plan économique et sur le plan politique. Sur le plan démocratique, je ne suis pas là pour citer combien de prisonniers politiques il y a déjà à ce jour en prison aux prisons de Makala, en prison. Je cite Ferdinand Kambere, je cite qui est mon SPA, secrétaire permanent adjoint, je cite Jacques Ndala. Donc la liste n'est pas exhaustive. Puisque nous avons un peu de temps qu'il faut capitaliser, je vais aussi parler du plan économique. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, moi, j'ai acheté hier le savon. Je ne sais pas dire le nom pour ne pas faire la publicité. Le savon pour la vaisselle, c'était à 350 francs. Et aujourd'hui, les prix ont doublé. C'est à 700 francs congolais. Donc déjà, là, on ne peut pas dire qu'il y a un avancé. Il y a des avancées significatives. Donc il faut le dire tout haut que le président de la République a beaucoup à faire parce que sur le plan économique, il y a le recul inquiétant. Et sur le plan politique, c'était pour ma première fois de constater que
depuis que nous avons la Constitution du 18 février 2006, qu'un regroupement qui est imaginaire, je parle de l'Union sacrée, qui n'a pas une personnalité juridique, qui n'est pas un parti politique, moins encore un regroupement politique, ait une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Alors que la Constitution stipule que la majorité parlementaire est réservée aux partis politiques et aux regroupements ayant concouru aux élections passées. Voilà. Donc vous avez dit des reculs par rapport sur le plan économique, il y en a tant de choses que vous avez énumérées. Est-ce que vous ne trouverez pas que la Covid aussi s'est invitée et la Covid a compliqué un tout petit peu le déroulement parce qu'il y en avait la volonté de faire quelque chose? Bon, là je dois être sincère, la Covid c'est vraiment un cas qui est survenu, que tout le monde déplore, mais c'est Dieu, c'est la nature, on n'en peut rien. Mais seulement... comme je le disais, dans la prélude, j'ai dit ici que gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, c'est anticiper pour éviter de subir. Donc un gouvernement responsable devrait prévoir. Parce que quand on prévoit, on saura quand même limiter le dégât. Mais hélas, la Covid, par contre, nous a amené plutôt des dons. Et comment ça a été géré ces dons-là? Je ne suis pas là pour rappeler les 319 millions de l'OMS. Je ne suis pas là pour rappeler, bon, en tout cas, comment ça a été géré ces fonds-là? Nous avons plutôt bénéficié de dons que nous ne l'avons dépensé. La Covid a amené un deal. Aujourd'hui, personne ne peut voyager sans pour autant passer par l'INRB, passer son test de Covid et payer je ne sais combien parce que le prix varie par rapport à l'ossature de la personne qui demande, qui va passer l'examen. Donc, il faut dire ici que dans d'autres pays, sous d'autres cieux, nous avons vu que la Covid a été gérée en père responsable et que chez nous, ça a été un deal, un COP. Le ministre honoraire de la Santé qui a été arrêté pour des raisons que tout le monde connaît et qui a été libéré pour des raisons que tout le monde ignore. Donc, je suis ici en train de retracer, de tracer que ce n'est nullement la Covid qui soit une raison pour dire que nous n'avons pas su travailler parce qu'il y a eu Covid-19. Bon, on peut juste à titre de rappel que non, il y a eu le gouvernement Ilunkamba, bien qu'il y a eu un peu de retard par rapport aux discussions FCC Cash. Là aussi, on peut aussi mettre dans les comptes aussi de la majorité présidentielle, l'ancienne majorité présidentielle du FCC, qui a bloqué également parce qu'il voulait l'échec du président Félix Tshisekedi. C'est pourquoi il y a eu cet éclatement du FCC. Bon, je dois d'abord relater au peuple congolais qu'est-ce qui a été le soubassement de la coalition FCC Cash. C'est que la Constitution prévoit qu'à l'issue des élections, le président élu qui prend la première ordonnance, il nomme son directeur de cabinet et les membres de son cabinet. Après, il nomme l'informateur. Cet informateur devrait découvrir où est la majorité, afin que le président de la République nomme le Premier ministre. Mais hélas, cela n'a pas été respecté. C'était déjà la première violation de la Constitution. Mais le FCC avait concédé, nous, FCC, avions concédé, et comme ça parce que nous étions aussi dans la coalition. Mais seulement, par après, le président de la République, qui était lié à cette coalition, à cet accord, l'a violé systématiquement et systémiquement. Pourquoi? Parce qu'il n'est d'aucune science qu'aujourd'hui, le président de la République se prévale d'avoir une majorité au sein de l'Assemblée nationale. La majorité FCC était normale, était logique, était juridique, était politique. Pourquoi? Parce que les partis politiques qui ont concouru avec le peuple RD pour une première fois avaient raflé 117 sièges. Et avec d'autres partis mosaïques et les partis composant le FCC, nous avions formé la majorité, qui a été aujourd'hui volée au su et au vu de tout le monde. Alors, s'il faut que je revienne à votre question, c'est que cette majorité, cette coalition, c'était plutôt le bonheur du peuple congolais. Parce que ce n'est que pendant cette coalition que nous avons su quand même maîtriser l'inflation, nous avons su quand même maîtriser certaines questions économiques et surtout politiques. Bon, on ne reviendra pas par rapport à ce que l'emprisonnement, parce que le Premier ministre Ilunkamba était entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'il était dans un étau où il y avait un président, une autorité morale d'un côté et le président de la République de l'autre côté.
vous ne voyez pas, parce que bien que c'est votre adversaire, vous dites que vous êtes PPRD qui est dans la résistance. On refuse de dire que c'est dans l'opposition. Résistance, on vous le concède. Vous ne trouvez pas que le Premier ministre n'avait pas aussi facilité la tâche au président Félix Tshisekedi de faire avancer même la coalition FCC-Cash? En tout cas, s'il y a deux premiers ministres que moi j'ai connus depuis mon ère, il faut que je rappelle que depuis l'avènement de la démocratie avec Joseph Kabila Kabange, les premiers ministres que moi j'ai portés dans mon cœur, c'était Augustin Matata Ponyo, le choix légitime du président honoraire. Un premier ministre qui était issu de son parti politique, de notre parti politique, de notre famille politique. Le reste, c'était de coalition. On a coalisé avec papa d'heureuse mémoire, papa Gizenga, Antoine. On a coalisé avec Mozitou, Adolphe. Et puis, c'était Bruno Tshibala qui est venu de l'UDPS, Samidi Badibanga, etc. Et la deuxième fois, pour une deuxième fois, un premier ministre que j'ai encore porté dans mon cœur, c'était papa, et qu'on appelait bien Pepe Ilunkamba. Parce qu'il avait la volonté de bien faire. Tout ce qui a fait que nous ayons tout ce qu'on a eu avec FCC-Cash, ça n'a rien à voir avec l'autorité morale et le président de la République. L'autorité morale, c'est une personne qui est imbu de la science politique, parce qu'il est master en sciences politiques. Et aussi, il a la volonté. Vous avez vu qu'il a mis en place un système démocratique, il a respecté la Constitution et il a pris congé de la politique. D'abord, je dois accepter que nous sommes dans l'opposition, une opposition de fait. Mais je dois aussi rappeler que tout ce qui a fait que l'FCC-Cash se sépare et soit dissoute, cette coalition, c'est justement le verbiage, le langage nauséabond de l'UDPS. Quand on a seulement commencé à dire que le FCC bloque, mais il fallait prouver qu'est-ce que le FCC avait bloqué. Monsieur le journaliste, je suis attristé de rappeler ici que le président de la République avait, dès l'entrée de ce pouvoir, avait violé systématiquement et systémiquement la Constitution. Parce que je le rappelais ici, que le président de la République élu prend pour la première ordonnance, il nomme les membres composant son cabinet. La deuxième ordonnance, le président de la République va nommer l'informateur qui va découvrir la majorité et faire le rapport au président de la République. Ainsi, le président va nommer le Premier ministre. Là, le Premier ministre ne contresigne pas. La troisième ordonnance, je suis dans la logique, le président de la République va nommer les membres composant le gouvernement sur proposition du Premier ministre. Là, et le Premier ministre contresigne. La troisième ordonnance, le président de la République va prendre l'ordonnance portant fonctionnement et modalités pratiques de collaboration entre le gouvernement et le président de la République. Cette ordonnance vient alors, cette fois-là, le Premier ministre va encore contresigner. Et finalement, c'est à ces moments-là que le président peut prendre n'importe quelle ordonnance. Il peut nommer dans les entreprises publiques le portefeuille de l'État, mais par contre, le président de la République avait violé, je le dis systémiquement et systématiquement, la Constitution parce qu'il avait nommé. C'est justement cette nomination dont est tiré le verbiage blocage. Donc le PCA Kyungwakumanza, la SNCC, la GECAMINE et tout ça. Donc cette ordonnance qui devrait être exécutée par le ministre du portefeuille, qui était démissionnaire, et vous avez dit qu'ils ont bloqué. Non, il fallait suivre la logique. Donc ce n'est que des violations. Donc c'était un rappel que les gens ont cru que c'était une... C'était justement un rappel à l'ordre. Monsieur le Président, on vous comprend. Vous venez à peine d'arriver. Écoutez, ici, ça se passe comme ça. Il faut commencer par ça, avant d'en arriver. Mais donc moi, le président ne savait pas qu'il il ne savait pas. Moi, encore les membres de son cabinet. Ce qui est triste parce que ce sont des hommes d'affaires qui sont venus de Belgique et de partout, de la diaspora. Non, là, c'est vous qui l'avez. Oui, mais la réalité sur place, le président l'a dit dans son dernier discours. Dans ses jérémiades, le président de la République a dit qu'il est en manque de personnes capables de manager certaines... Voilà. Piloter. Voilà. C'est comme ça qu'on... Mais est-ce que ce n'était pas aussi... C'est pas courant aussi en RDC parce que même le président Kabila aussi l'a dit. Il avait dit que non, il lui manquait 15 personnes. Oui, mais on va aller comme ça jusqu'où? Raison pour laquelle il y a Konam aujourd'hui. C'est pour justement relever ce défi. Nous voulons des personnes intègres. Des personnes intègres, capables d'assumer des fonctionnalités, des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc il faut faire confiance à Konam et pour que nous vous présentons nos membres qui sont capables, qui sont bien formés pour gérer demain et cela derrière le président Joseph Kabila Kabange qui a toujours fait montre d'une volonté extrême
et d'un patriotisme national. Ok, je vois que vous aimez très bien votre mentor, comme vous l'avez si bien dit. Et nous passons par un autre élément très préoccupant également, la sécurité à l'Est. Il y a l'état de siège et les tueries continuent à faire son bon nombre de chemins. Est-ce qu'on peut dire que non, l'état de siège, c'est un échec, comme a souligné Fayoulou, pour dire que non, c'est un échec et on peut changer une autre méthodologie de traquer ces rebelles parce que réellement, ce sont des milices et des terroristes qui inquiètent la population de l'Est de la République? Moi, je m'inscris dans cette logique du président Fayoulou. Je suis de ceux-là qui pensent que l'état de siège, c'est un échec puissant. Comment proroguer jusqu'à 25 fois un état de siège qui ne donne pas de résultats escomptés? Ici, je suis sidéré. Si vous me regardez, j'ai l'air de pleurer. Ça me fait très mal de voir comment nos frères sont abattus à l'Est, comme des moutons. On a même fait appel en violation des dispositions constitutionnelles à des armées étrangères. Mais rien ne marche toujours. Non, là on peut juste recadrer parce que ce n'est pas un appel, c'est juste une réunion qui a eu lieu où il y a eu même l'Union africaine, il y a eu des forces armées étrangères, dont la RDC aussi fait partie. Ils ont décidé pour la sécurité des Grands Lacs et des parties de l'Est qu'ils fassent au moins une coalition de forces pour traquer collégialement ceux qui font du désordre. Parce qu'il faut aussi rappeler que non, ceux qui commettent le bavure en RDC, ils rentrent en Ouganda ou au Rwanda. Alors il faudrait qu'il y ait au moins une force collégiale. Je suis d'accord pour une force collégiale, sauf qu'il ne faudra pas violer la Constitution. Il ne faudra pas violer les dispositions constitutionnelles. L'article 218 de la Constitution stipule que les traités internationaux, machin et tout, on passe par l'Assemblée nationale. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que c'est même passé par un conseil de ministres? Non, mais nous sommes dans quel pays, s'il vous plaît? Nous ne sommes pas dans une jungle. Raison pour laquelle je donne raison au président de la République qui pense dans sa logique que ce pays est mort. Non, monsieur le président, je vous contredis. Ce pays n'est pas mort. Vous avez le devoir, en vertu de la Constitution, en vertu de l'article 69 de la Constitution, de gérer ce pays, de diriger ce pays seulement avec la Constitution. Vous n'avez pas le droit de marcher sur la Constitution. Ça me fait mal, nous en sommes géniteurs. Non, mais il faille passer par l'Assemblée nationale. Je ne suis pas contre cet appel de forces extérieures. Nous l'avions fait avec la MONUSCO et aussi à notre temps avec notre héros national, le général Mamadou Ndala Mustafa, qu'Allah mette la paix à son âme, paix à son âme. Mais déjà, ça a été des résultats que tout le monde avait applaudi. Mais c'était aussi ça, de forces collégiales qu'on a appelées des forces étrangères, la MONUSCO et avec les contingents tanzaniens, etc. Mais c'était passé par l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons au vu et au su de tous? On viole systématiquement et systémiquement la Constitution. J'ai entendu qu'il y a déjà dans les couloirs, dans les coulisses, une proposition à ce que nous puissions réviser la Constitution. Ben, je suis de ceux qui pensent que c'est bon. Hein. Ceux qui pensent que c'est bon parce que cette Constitution, moi je pense qu'elle est violée, elle est violée de façon brutale et délinquante que je me dis, est-ce que vraiment elle a encore le droit de s'appeler Constitution? Il y a même, je n'entrerai pas trop dans ça, il y a même une chanson de gens qui disaient que non, monsieur le président de la République, s'il faut violer la Constitution pour nous sauver, il faut la violer. Bon, c'était les Quinois qui les chantaient. Les Quinois? Quel Quinois? De quel quartier? Moi je suis Quinois. Oh, exactement, c'était bon, on peut parler même, souvent c'était le militant. Il faut le dire que c'était des militants de l'UDPS. Et je crois que dans un discours comme ça, on veut nous amener à l'autocratie, à un état totalitaire où ce n'est plus les lois qui gèrent, mais ce sont les hommes forts, des biceps, des pectoraux qui gèrent comme bon le semble. Qu'est-ce que vous dites aussi par rapport à ces tweets qui a fait aussi beaucoup de bruit, les tweets de Mama Olive Lembe lorsque Mama Waro. Elle parle de l'alternance et puis
l'alternance, c'est un enfant que nous avons vu, Oui. nous avons donné naissance, Oui. et que lorsqu'elle grandit, Elle va devoir reconnaître ses parents. Est-ce Oui. que ce n'est pas la Constitution, ce n'est pas la volonté du peuple congolais que nous avons cette alternance? Est-ce que c'est la volonté d'un parent ou je ne sais pas moi? Oui, mais il faut le reconnaître. Vous savez, hein, nous, l'imam Ali dit, alayhi salam, c'est lui qui reconnaît, qui reconnaît, c'est ce que les Français ont emprunté, qui remercie les peu, remercie les plus. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître la petite chose que quelqu'un a fait. C'est de l'honnêteté scientifique, hein, de toutes les façons. Bon, je vis, j'en arrive. N'en sommes-nous pas les géniteurs de la Constitution? Est-ce que ce n'est pas Kabila qui a amené la démocratie dans ces pays? Mais c'est cette démocratie qui a engendré l'alternance. Nous n'en sommes pas les géniteurs. Mais reconnaissez au moins nos mérites. Mais où est le mal dans ça? Maman Waro, Maman Olive Lembe Kabila n'a fait que rappeler à l'opinion ce qui est vrai. Est-ce que nous devons vraiment chercher beaucoup de mots pour expliquer ça? Avant, nous n'avions pas cette constitution démocratique. Avant, il y avait un parti-État. Pas question d'avoir un autre parti à côté et concourir à des élections où il y avait moins de 2 candidats. Un seul candidat. Mobutu, vous choisissez vert, vous votez Mobutu, rouge, vous ne votez pas. Mais Kabila a amené la démocratie. Aujourd'hui, on compte plus de 1000 partis politiques. Tout le monde peut se réveiller un bon matin et créer son parti politique. Kabila a amené la liberté d'expression. Aujourd'hui, nous avons 1001 organisations de médias et des associations de presse. Nous avons beaucoup de chaînes de télévision, de ONG. Mais c'est grâce à Kabila, des mouvements citoyens. C'est grâce à Kabila. C'est grâce à Kabila que nous avons eu à citer le nom de Kabila sur sur le plateau d'une chaîne de télévision. Et on dit Kabila n'a rien fait. Comme aujourd'hui, moi aussi, j'ai dit Tshisekedi n'a rien fait. C'est Kabila qui a mené cette démocratie. Bon, aujourd'hui, cette démocratie a engendré l'alternance parce que Kabila a fait 2 mandats. Il a dit, puisque la constitution que moi, j'ai signée me dit que je fais un mandat, une fois renouvelable, je ne sais pas briguer un 3e mandat, alors je respecte cette constitution, je vais maintenant donner naissance à l'alternance pacifique. Mais pourquoi ne pas reconnaître cette mérite? Bravo à lui. Bon, est-ce que j'ai reçu une fois aussi un cadre de l'UDPS qui a dit que non, c'est Etienne Tshisekedi qui est le père de la démocratie par rapport à ses revendications qui étaient un peu... C'est-à-dire qui ont poussé à ce que Mobutu puisse lâcher, parce que vous parlez du nombre de partis politiques, c'était aussi la pression d'Etienne Tshisekedi. Et dans les années 90, 91, 92, il y avait déjà Mobutu lui-même s'exclamait, il y avait 300 partis politiques juste en une année. Qui fonctionnaient où? Non, moi est-ce que ces partis politiques avaient aligné un candidat à la présidence de la République? Non, c'est pourquoi c'est un processus qui a été coupé. C'est un processus qui a été coupé. Dès lors que ça a été coupé, c'est-à-dire que les résultats escomptés... Par l'AFDEL qui a coupé ce processus. C'était nul. Ce n'était pas l'AFDEL qui avait coupé ces processus. Dois-je rappeler ici que le président Etienne Tshisekedi, président de son parti, c'est lui qui a qui a maintenu Mobutu au pouvoir. Il a été ministre de la Justice, il a été ministre de l'Intérieur, il a dirigé l'école de l'ENA. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est lui qui a entretenu la dictature de Mobutu. Mais c'est bel et bien Etienne Tshisekedi qui marchait la journée avec les étudiants et qui partait chercher l'argent le soir, la nuit. Mais non, bon, c'est une personne, c'est une icône que je respecte, qui a aussi fait sa part de choses, mais seulement il ne faut pas venir ici dire au peuple que nous devons du respect. Moi, je pense que Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, serait le père de la démocratie. Moi, je pense que vous avez dit que non, vous voulez faire au moins une sorte de rupture avec l'ancien système, soit le système créé par les aînés qui est reposé par les Djalelo. Est-ce que ce n'est pas aussi ça le mouvement des jeunes aujourd'hui? Lorsqu'il faut citer les noms de Joseph Kabila, il y a trop de Djalelo, si on peut le dire ainsi. Si on cite les Tshisekedi ou si on cite un cadre. Est-ce que les jeunes ne peuvent pas aussi, par exemple le CONAM, faire au moins une démarcation, une différence, d'être beaucoup plus objectif, comme vous l'êtes aujourd'hui, et de ne pas tomber dans le piège de Djalelo que d'aucuns dénoncent? Ok, vous avez raison. Le CONAM s'inscrit déjà dans cette logique-là. Parce qu'il faut y voir notre devise, intégrité, passion et humanisme.
nous sommes d'abord intègres, nous avons la passion de servir et l'humanisme aussi. Nous comptons tout le monde comme notre frère, qu'il soit de l'UDPS. Alors je dois ici rappeler que reconnaître le mérite de l'autre, c'est de l'honnêteté scientifique. Moi, je ne suis pas en train de faire le djalélo, je ne le fais pas de ma vie. Je suis musulman et c'est interdit en islam. Mais ici, je reconnais les mérites de chacun. Ici, moi, je reconnais les mérites de Joseph Kabila Kabange. C'est lui qui a amené la démocratie. Est-ce que c'est faux? Même ceux-là qui sont derrière la caméra le savent. Ils sont en train d'accepter que c'est vrai avec moi. Est-ce que ici, ce n'est pas Joseph Kabila qui a amené l'alternance, qui a donné naissance à l'alternance, qui n'a jamais eu lieu dans notre pays? Aujourd'hui, on peut compter un président de la République sortant et un président de la République entrant et un président de la République qui est honoraire. Et ce sera aussi le cas parce que le président Tshisekedi est tenu de respecter ces processus. En 2023, quand il va perdre les élections, on aura un autre président et on aura maintenant 2 présidents honoraires. Des sénateurs à vie. Des sénateurs à vie. C'est comme ça que ça fait la beauté de la démocratie. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. On me signale déjà que nous avons